La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, nous sommes à Marseille et nous allons découvrir le musée de la Marine en compagnie de Monsieur Boulanger. Merci d'être passé au micro de Fréquence Évasion, de participer à cette émission. Bonjour. Oui, bonjour, nous aussi, c'est un plaisir de vous accueillir au Palais de la Bourse, sur la Canebière, et dans ce musée de la marine et de l'économie qui retrace des siècles d'histoire maritime, d'histoire économique, qui sont montrés au grand public grâce à des tableaux, des maquettes, des objets divers et variés, et une très belle collection d'affiches de voyage. Alors Marseille a été fondée en 600 avant Jésus-Christ. Marseille est fondée en effet en 600 avant Jésus-Christ par des Phocéens venus de la lointaine Ionie en Asie mineure. Ils fondent une colonie qui s'appellera Massalia, le site choisi, une calanque, à l'abri du vent dominant, du Mistral en particulier, non loin du Rhône. Et le Rhône, l'embouchure du Rhône, c'était la pénétration à l'intérieur du continent européen. Donc les pentéconteurs grecs et phocéennes donc, vont couler des jours heureux dans ce port. Une ville va naître, la première ville construite de la Gaule. Et ensuite, donc, la Grèce sera très présente dans les arts, dans la culture. Pour évoquer tout ceci, nous avons une exposition que l'on a intitulée tout simplement Marseille et la Grèce, une vieille histoire, qui rappelle, à partir des documents trouvés dans nos collections, donc c'est 2600 ans d'histoire, 2600 ans d'une très grande histoire qui nous amène jusqu'à nos jours, puisqu'actuellement encore on trouve des cargos et en particulier des cimentiers qui font régulièrement, 2 fois par mois en particulier, des liaisons entre Éleusis et Marseille. Vous voyez donc la boucle est bouclée. Pourquoi les Phocéens ont choisi Marseille pour venir s'implanter, implanter un comptoir ? Si les Phocéens choisissent Marseille, c'est donc pour des raisons géographiques, comme je vous l'ai dit, un lieu exceptionnel. Il faut dire qu'eux-mêmes étaient chassés du continent d'Asie mineure par les Perses, et il fallait qu'ils fondent à leur tour des nouvelles colonies pour que ce peuple vive, ce peuple dionien vive. Et lorsque Marseille existera, à son tour, elle essaimera et elle fondera divers comptoirs, diverses colonies, aussi bien dans l'intérieur de la Gaule qu'en Espagne et jusqu'aux abords de l'Italie. Donc le commerce, c'était un commerce basé sur la nourriture, c'est-à-dire le blé. Marseille sera, il faut le dire haut et fort, la première terre d'accueil de l'olivier en Europe occidentale. Les Grecs et les Phocéens allaient cultiver aussi la vigne. Et puis ce qu'on allait chercher, ce qu'ils venaient chercher, c'était l'ambre peut-être, c'était le plomb, c'était différents métaux qu'ils ne trouvaient pas. Donc très vite, la civilisation grecque va se répandre via Marseille et ses petits comptoirs en direction de l'intérieur du continent européen. Après les Phocéens, quelles ont été les différentes étapes du développement de cette ville de Marseille ? En quelques mots, après donc cette période grecque, Marseille allait subir les vicissitudes de l'Empire romain, allié avec les uns, ennemi avec les autres. Sa flotte allait malheureusement en pâtir. Mais la grande période, justement, ce sera au cours du Moyen-Âge, les fameuses croisades. Marseille allait apporter son aide maritime, son aide navale à ces milliers de militaires, de croisés qui s'embarquaient dans les lieux saints. Et c'est à cette époque-là, par exemple, qu'elle se dote d'un blason, qu'elle se croise. En effet, sur ce blason, vous verrez une croix, tout comme une croix bleue, tout comme Barcelone ou Gênes prennent des croix rouges pour montrer leur adhésion à ce mouvement religieux. Et puis quelques d'autres grands noms comme Jacques Coeur et ses galets qui allaient se servir de Marseille comme une base. Et si l'on choisit Marseille, c'est que au large, à l'horizon, on trouve les fameuses échelles du Levant et de Barbarie. Sous le terme échelle, scala, c'était les ports levantins, les ports de l'Afrique du Nord, qui là aussi permettaient un commerce des plus intéressants, un commerce des plus riches. Et rapidement, par rapport à ces rivales médiévales, qui étaient Venise et qui étaient Barcelone ou Gênes, Marseille donc, grâce aux fameuses capitulation, ne nous trompons pas sous le mot capitulation, signée par François Ier avec Soliman, eh bien Marseille allait être dotée d'un véritable monopole des échanges commerciaux
entre le Proche-Orient, le Maghreb, le Machrek et le Royaume de France. Et grâce à ceci, les Marseillais, avec leur caractère entreprenant, leur caractère volontariste, commercial, ces fameux négociants, allaient donc être les maîtres finalement de ce commerce maritime. Et de nos jours encore, tout comme à l'époque, Marseille est le premier port de France, le premier port de Méditerranée. Alors ici, dans votre musée de la Marine à Marseille, vous évoquez évidemment, dans certaines salles, on peut voir la reconstitution de l'évolution de la ville de Marseille. Alors dans notre musée de la Marine, donc j'évoquais tout à l'heure les pentecôteurs, les galets, mais on s'attache plus particulièrement à cette fameuse marine à voile marchande qui était représentée par ces fameuses tartanes, des navires, des gros caboteurs malgré l'appellation, à 1 ou 2 mâts qui pouvaient atteindre 25 à 30 mètres et qui étaient des navires tout comme les Pinques. Les Pinques, c'est un nom d'origine italienne, Pinco. Donc ces Pinques, c'était des gros caboteurs adaptés au commerce, aux échanges en Méditerranée. Pour les échanges hors de la Méditerranée, dans des directions transatlantiques, eh bien, les négociants marseillais utilisaient en particulier des vaisseaux. Et puis, évoluant avec le temps, on trouvera des goélettes, des ketchs et autres. Et notre musée de la Marine est très heureux de présenter un certain nombre de ces maquettes d'époque, du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, des maquettes originales qui ont été réalisées par des charpentiers de marine de cet ancien régime. Et puis, le temps passant, bientôt apparaît la vapeur. Et notre musée, soit par des maquettes, soit par des tableaux, des aquarelles, en particulier de la fameuse dynastie des peintres roux, montre cette évolution avec la roue à aube tout d'abord, et puis ensuite ces navires, ces machines à vapeur, machines compound en particulier. Ces navires sont mixtes, sans jeu de mots, c'est-à-dire qu'ils marchent à la vapeur, avec des machines à vapeur, mais il faut aussi la voile pour justement économiser ce charbon qui est si rare en Méditerranée alors que les machines sont si gourmandes. Et puis bientôt c'est l'apparition de l'hélice, puis des coques en fer, des coques métalliques, des coques en acier, et ensuite ce sera des navires à turbine et d'autres moyens de propulsion diesel. Et tout ceci, on le voit dans ce musée de la Marine et de l'économie de Marseille, sur la Canebière, et le public qui passe dehors à travers les arcades peut voir un certain nombre de maquettes, et en quelques mètres, sur 50 mètres à peu près, on voit dans ce palais de la Bourse des navires à voile, et puis on termine par, vue de l'extérieur s'entend, on termine par le vue de Bordeaux de la Compagnie Générale Transatlantique, un paquebot, mais qui rappelle des souvenirs un peu tristes pour des générations de pieds noirs qui malheureusement ont dû l'emprunter pour gagner la métropole. Quels sont les principaux hommes qui ont marqué la flotte marseillaise, qui ont marqué le port de Marseille ? Moi, je ne voudrais en retenir que 2. Ces 2 marins antiques, Eutimène et Pythéas. Pythéas, c'est un navigateur qui, aux alentours du IVe siècle, et c'est attesté grâce à des pièces que l'on a retrouvées encore dernièrement en Bretagne, quitte les eaux de Méditerranée et remonte les côtes de l'Atlantique, les côtes du Ponant, passe par la Bretagne, ensuite va en direction des îles britanniques, puis en direction de l'Estonie, de la Lettonie, il ira jusqu'en mer Baltique. C'était le premier navigateur antique qui, au péril de sa vie et de son équipage, il est revenu à bon port fort heureusement, a découvert ses attitudes. Et puis, l'autre nom que je citais, c'est Eutimène. Eutimène, notre navigateur phocéen, qui, là encore, avec courage, franchira le détroit de Gibraltar et il se dirigera en direction du sud, découvrant les côtes occidentales d'Afrique et en particulier le Sénégal, qu'il prendra même, la connaissance géographique étant limitée à cette époque, pour un des affluents du Nil, puisqu'il rencontrera des crocodiles. Donc, à partir de ces 2 navigateurs antiques, nous allions avoir des Marseillais, des capitaines marseillais du XVIIIe siècle. N'oublions pas que certaines tartanes franchissaient le Cap Horn au XVIIIe siècle, Cap Horn au XVIIIe siècle, sans GPS et autres. On trouvera donc le premier navire qui ait fait le tour du monde
sous le pavillon français. C'est un navire qui s'appelait Le Solide, il portait bien son nom, c'était un navire marseillais. Et puis ensuite, il y a eu des générations et des générations de capitaines qui ont travaillé pour ces grandes compagnies qui s'appelaient Messagerie Maritime, Compagnie Mixte, LGTM, Transat et autres. Donc, Euthymen et Pythéas avaient montré l'exemple. Évidemment, à Marseille, on faisait du commerce. Alors, est-ce qu'il y avait des comptoirs qui étaient rattachés au port de Marseille ? Ça dépend naturellement les époques. Le comptoir de nos jours n'existe plus. C'était pour les auditeurs, pour le situer, c'était le comptoir sous l'Antiquité. C'était un petit lieu d'occupation territoriale où on échangeait avec les tribus celto-ligures. On retrouvera ensuite cette notion de comptoir sur les côtes d'Afrique, en particulier avec les Fabres ou d'autres grands noms. Et là, c'était travailler avec les Africains. Et si vous voulez, pour le XVIIe et le XVIIIe siècle, la notion de comptoir était beaucoup plus commerciale. C'était tout simplement, non pas les shops, mais le magasin que l'on ouvrait dans les échelles du Levant et de Barbarie. C'était le lieu où l'on gardait la marchandise, quand ce n'était pas dans le fundouk de Tunis, le fundouk d'Alep, un lieu commun aux négociants, mais le comptoir, c'était donc le lieu de travail, le lieu où l'on comptait, où l'on gardait la marchandise. Quelle était la signification du mot fundouk ? Fundouk, c'était tout simplement un lieu commun à différents négociants européens qui servait à la fois de magasin et d'hôtellerie. Et si je vous citais celui de Tunis, c'est qu'il existe encore, le fundouk des Français. C'est une habitation assez grande, naturellement, où justement une partie de la communauté, on parlait à l'époque de nation, la nation française de Tunis se retrouvait et vivait pratiquement en commun. Aujourd'hui, comment pourrait-on définir le port de Marseille ? Le port de Marseille reste donc premier port de France, premier port de Méditerranée. Naturellement, les trafics, les dimensions ont bien changé depuis le XVIIe, le XVIIIe siècle et même le XIXe siècle. Le vrac, parce que les marchandises en vrac existent toujours, mais maintenant c'est les porte-conteneurs qui amènent justement ces grands volumes métalliques emplis de marchandises. Et puis c'est le pétrole qui est là, le pétrole qui dessert la zone de l'étang de Berre et puis par des oléoducs l'intérieur de la France. Donc Marseille reste un grand port et le reste d'autant plus que nous avons aussi le plaisir d'accueillir le siège social de la première compagnie française, CMA, CGM, qui donc voit sa flotte, ses unités sur toutes les mers actuellement. Et le siège donc de CMA, CGM est à Marseille. Alors je suppose que vous accueillez le public avec un rôle pédagogique, comme le font beaucoup de musées, peut-être des conférences pour les adultes, pour les enfants, des ateliers de sensibilisation par exemple. Nous accueillons naturellement le public pour mieux faire connaître l'histoire de cette marine, de cette compagnie. Nous avons initié une collection d'ouvrages. Cette collection s'appelle Histoire du commerce d'industrie de Marseille-Provence et plusieurs tomes sont consacrés justement à ces flottes et sur les armements marseillais, sur la compagnie transatlantique, sur le grand siècle des messageries maritimes. Donc il y a des écrits qui permettent de retrouver, une fois que l'on a traversé ces différentes salles, que l'on a vu ces superbes maquettes, qui permettent de retrouver l'histoire tranquillement chez soi. Et ces livres sont des livres de référence et nous en sommes très très fiers. Quel serait le message que vous souhaiteriez adresser aux auditeurs de Fréquence Évasion pour les inciter justement à venir découvrir ce musée de la marine à Marseille qui retrace la marine, la ville de Marseille et sa création ? Ce sont des pièces peu connues, méconnues naturellement, comme tout ce qui se fait souvent en province, des pièces qui sont sorties de collections particulières ou institutionnelles, comme celle de notre chambre de commerce d'industrie qui est, il faut le rappeler, la plus ancienne au monde, fondée en 1599 et qui depuis toujours a eu un souci patrimonial, un souci de conservation. Donc c'est rentrer dans un musée qui sort de l'ordinaire, qui a des collections anciennes et qui travaille justement pour mieux faire connaître le présent, pour ne pas dire l'avenir, grâce à ce passé, grâce à cette évolution économique.
En guise de conclusion, vous allez nous donner les coordonnées afin que les auditeurs de Fréquence Évasion prennent contact avec vous, viennent vous rendre une visite ici. Alors l'adresse, le mail, le numéro de téléphone. Donc, le musée de la marine et de l'économie de Marseille. L'adresse géographique, c'est le début de la Neubière, à quelques pas du Vieux-Port. L'adresse postale, c'est boîte postale 1856, 13 221, Marseille, CEDEX 01. Et puis, pour prendre contact, téléphonez au 04 91 39 33 21. Vous y serez naturellement très bien accueillis. Pour mémoire, je voudrais aussi dire que nos archives sont un dépôt public, classé parmi les 150 dépôts du monde les plus importants pour la recherche historique internationale, ouvert au grand public aussi bien qu'aux chercheurs, que nos collections d'imprimés sont associées aux collections de la Bibliothèque nationale de France, et nous avons le plaisir depuis quelques heures d'avoir nos notices d'imprimés, de livres, donc de monographies, accessibles sur le web grâce au catalogue collectif de France. Donc si vous voulez en savoir plus sur nos collections, il faudra aller sur le catalogue collectif de France. Nos collections d'affiches sont parmi les plus belles d'Europe, donc autant d'éléments qui peuvent vous amener à dépasser la simple visite du musée. Et si vous effectuez des recherches de généalogie, des recherches historiques et des recherches tout court sur non seulement Marseille, mais les pourtours de la Méditerranée et plus loin encore l'outre-mer, eh bien c'est au Palais de la Bourse de Marseille que vous trouverez peut-être la réponse. Eh bien, merci de nous avoir fait découvrir ce musée de la marine ici à Marseille. À très bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Au revoir. À très bientôt donc. Nous étions au musée de la marine de Marseille. À très bientôt sur cette antenne entre Menton et Toulouse pour un autre rendez-vous. Fréquence Évasion.